Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le retour de Joseph Djokbénou sur la scène politique béninoise. L'ancien ministre de la Justice a fait part ce 13 juillet de son intention de rejoindre l'Union progressiste. La veille, il avait annoncé sa démission en tant que président de la Cour constitutionnelle. Retour sur la mission économique et commerciale de la francophonie au Rwanda qui s'est déroulée du 11 au 13 juillet. Une mission qui a donné aux entrepreneurs l'opportunité d'aller au contact des entreprises locales. Et puis focus sur la crise sécuritaire qui perdure dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Des violences qui ont provoqué des déplacements importants de population. Au mois de juin dernier, 30 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés. Mais tout d'abord, le Togo secoué par une nouvelle attaque terroriste. L'offensive s'est produite dans la région des Savanes, située dans le nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Ce drame, survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet, a été confirmé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Akoda Ayewadan. La même source précise qu'une opération de ratissage est en cours. À l'origine de cet assaut, des hommes armés non identifiés qui ont ciblé plusieurs localités, dont celle de Blamanga. Pour l'heure, le bilan humain est encore incertain. Des sources évoquent une vingtaine de victimes. Rappelons que la région des Savanes a été placée le 13 juin dernier en état d'urgence sécuritaire. C'est dans cette même zone que le Togo avait essuyé sa première attaque terroriste meurtrière dans la nuit du 10 au 11 mai. Au Bénin, Joseph Djokbénou signe son grand retour au sein de l'arène politique. Après sa démission de la présidence de la Cour constitutionnelle ce 12 juillet, l'ancien ministre de la Justice a décidé de rejoindre l'Union progressiste. Ce ralliement intervient à quelques mois des prochaines élections législatives, scrutin pour lequel il semble nourrir des ambitions. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Maître Joseph Djokbénou renouvelle son engagement dans l'animation de la vie politique au Bénin. La passation de service qui a acté sa démission de la présidence de la Cour constitutionnelle a eu lieu mercredi 13 juillet 2022 au siège de l'institution à Cotonou. Après avoir accompli des objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbénou a choisi de redevenir un citoyen et militant de sa formation politique Union progressiste UP. Joseph Djokbénou a été un acteur de la société civile, ancien député de la 7e législature, puis président d'honneur du parti politique Alternative Citoyenne. Grâce à la réforme du système partisan, le parti Alternative Citoyenne a rejoint l'Union progressiste UP, l'un des grands partis de la mouvance soutenant les actions du président de la République, Patrice Talon. Il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel et de se remettre en chemin en parcourant les monts et vallées, les villages et les villes, les quartiers, les arrondissements, et faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux ce que, au plan politique, on leur offre et qu'ils participent mieux à la réalisation de cette offre politique. Promu en 2018 par le président Talon à la tête de la Cour constitutionnelle, l'ancien ministre de la Justice Joseph Djokbénou a écourté son mandat après 4 années de fonction. Il avait la charge d'assurer le contrôle de conformité à la Constitution, le contentieux électoral et la régulation du fonctionnement des institutions de l'État. Il a capitalisé une expérience politique qu'il veut rentabiliser du point de vue donc de la présence d'abord de ce parti politique dans l'arène politique et deuxièmement du point de vue des rôles de premier ordre qu'il est appelé à jouer. Ancien avocat personnel du chef de l'État Patrice Talon, Maître Joseph Djokbénou a conduit plusieurs réformes administratives et l'adoption par la haute juridiction d'un manuel d'organisation et de procédure. Sous sa présidence, plus de 2000 décisions ont été rendues par la Cour constitutionnelle en 4 années de service. A noter que sa formation politique Union progressiste réorganise ses instances centrales le 16 juillet 2022.
L'actualité nous emmène également en Centrafrique où une mission du Fonds monétaire international s'est achevée ce 15 juillet. Bilan, le FMI a prolongé le programme de référence jusqu'à septembre 2022 et ce, à la demande du gouvernement centrafricain. L'institution explique que cette décision vise à donner aux autorités, je cite, plus de temps pour obtenir des garanties de financement de la part de partenaires au développement et pour harmoniser la loi centrafricaine sur les cryptoactifs. Dans son compte-rendu, le FMI note par ailleurs des avancées sur le plan des réformes structurelles. L'institution évoque notamment les révisions du code minier qui devraient entre autres contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Ateliers, conférences ou encore rencontres d'affaires, tel était le programme de la mission économique et commerciale en Afrique centrale de la francophonie qui s'est rendue au Rwanda du 11 au 13 juillet. Une mission durant laquelle les entrepreneurs sont allés visiter des entreprises locales dont Marathon, une usine dédiée à la fabrication des téléphones portables. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Les visites aux entreprises locales font aussi partie de la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale. Au Rwanda, les entrepreneurs de l'espace francophone ont visité plusieurs entreprises rwandaises dont Marathon, une usine de fabrication des téléphones portables. Mais la première année, on s'est concentré à faire le proof of concept, voir qu'en fait toute la chaîne de production, de par l'entrée des intrants, la production, la commercialisation se fasse dans un écosystème qui nous permet de voir qu'en fait on le fait suivant les standards internationaux. Alors la deuxième année, on s'est concentré maintenant sur le proof of market qui vient d'être fini. Donc sur la partie proof of market, on a pu quand même créer une interaction avec différents acteurs qui sont entre autres les réseaux téléphoniques, les différents gouvernements en termes de réformes et politiques en place, pour voir comment faire la promotion du Made in Africa et aussi les distributeurs dans les différents pays pour pouvoir exporter dans 75 pays qu'on a pu faire jusqu'au mois dernier. Là maintenant, nous nous préparons maintenant à faire la troisième étape qui sera la plus intéressante et qui tombe bien avec cette mission de l'OIF, qui est la partie de la commercialisation à grande échelle. Des locaux vides, car la visite est tombée un jour de congé à cause de la Tabaski. Malgré tout, les visiteurs ont pu s'émerveiller du travail accompli ici et les plus alertes ont déjà passé leurs commandes. Ce que j'ai aimé ici, c'est qu'ils nous ont fait faire la visite, bien évidemment, du site. Ils nous ont expliqué comment les téléphones sont fabriqués du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai utilisé l'outil. Le téléphone, c'est quelque chose qu'on utilise tous, mais on ne sait même pas comment il est fabriqué. Donc, aujourd'hui, je suis riche parce que je sais c'est quoi un téléphone. Je sais ce que ça demande de fabriquer un téléphone. Mais le plus magnifique, c'est qu'aujourd'hui, au Rwanda, on fabrique des téléphones. Donc, nous avons des téléphones qu'on appelle Marathon, qui sont très jolis. C'est des Android très magnifiques. Et j'en prendrai même un d'ailleurs pour pouvoir le tester. J'en prendrai certains pour mes employés pour qu'on teste et voir dans quelle mesure on peut faire commercialiser ce téléphone au Gabon. 3 ans après son lancement, Marathon propose aux clients 3 modèles de smartphones pour un prix allant de 39 à 79 $ l'unité. Pour un investissement de 25 millions de dollars, l'usine Marathon propose un smartphone 100% africain qui rivalise avec d'autres téléphones. Un pari plutôt réussi car le téléphone est déjà commercialisé dans plus de 75 pays selon les responsables de l'usine. Depuis plusieurs jours, une pénurie de carburant est observée dans certaines villes du Cameroun. À Douala notamment, la rareté du gazole impacte les activités des travailleurs. De son côté, le gouvernement rassure. Dans un communiqué paru le 11 juillet, les autorités affirment que le marché des hydrocarbures sera réapprovisionné sous peu. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Plusieurs stations-service de Douala, la capitale économique du Cameroun, sont actuellement en manque de gazoil. C'est le cas de certaines stations implantées au carrefour Bona-Kwamang, dans l'arrondissement de Douala 1er, qui d'habitude vend ce liquide tous les jours. Depuis quelque temps, les activités sont à l'arrêt. Une crise que vit Douala depuis le 9 juillet 2022. Et il ne s'agit pas seulement de la capitale économique. La rareté de ce liquide est aussi introuvable dans plusieurs stations-service du Cameroun. Cette rareté du gazoil dans plusieurs stations-service devient de plus en plus problématique pour de nombreux automobilistes. Sans la pénurie de carburant, ça nous cause les activités sont réduites, rien ne marche.
Parce qu'on travaille hôpital par hôpital, mais quand il n'y a pas, c'est tout impacté. Sur le plan économique, les effets de cette pénurie sont désastreux selon Jean-Marie Biada, expert en diagnostic et mise à niveau des entreprises. Tous les grands bus qui font Douala, Yaoundé ou Yaoundé Douala, Yaoundé Garoua-Boulaye, Gaoundé Garoua, Maroua, Kousseri, tous ces gros porteurs fonctionnent à base du gazoil. Si je ne suis pas capable de déplacer des personnes physiques ou alors de la marchandise à travers tout ce système-là, il n'est pas possible que la vie industrielle puisse même fonctionner. Donc, en l'absence du gazoil, la vie va devenir pratiquement impossible, tant dans le milieu industriel que dans la vie civile, le déplacement entre deux villes, le déplacement entre deux régions. Dans un communiqué publié le 11 juillet 2022, le gouvernement camerounais a annoncé que le marché des hydrocarbures sera approvisionné sous peu avec 62 500 mètres cubes de produits pétroliers pour juguler la pénurie observée dans les stations-service. Le gouvernement camerounais alerte dans le même temps sur la charge que font peser les subventions à la consommation des carburants sur les finances publiques à cause de la hausse des prix des matières premières énergétiques consécutive au conflit russo-ukrainien. Le Cameroun devrait dépenser 600 milliards de francs CFA de subventions aux produits pétroliers sur l'exercice 2022. L'insécurité persiste dans le nord du Mozambique. En juin dernier, 30 000 personnes ont été contraintes de fuir les violences qui sévissent à Cabo Delgado, région en proie à une insurrection djihadiste depuis 2017. Au total, 800 000 personnes ont fui cette crise sécuritaire. Samantha Sabero Sabobanga. Les violences qui sévissent à Cabo Delgado, province au nord du Mozambique, ont obligé 800 000 personnes à abandonner leur maison pour des raisons d'insécurité. En juin dernier, 30 000 nouveaux déplacés internes ont été comptabilisés. Un triste record pour l'année 2022, selon les données de l'ONG britannique Save the Children, publiées le 8 juillet. La situation au Mozambique est guère rassurante à différents égards. Tout d'abord, le nombre de déplacés qui continue à affluer, la stratégie de terreur déployée par les terroristes, tout d'abord à l'extrême nord du Mozambique, qui continue donc à continuer un exode massif des populations, qui se retrouvent par ailleurs exposées à une grande fragilité dans les accès aux produits de première nécessité. Et par ailleurs, l'État ne parvient pas à proposer des solutions durables pour protéger ces familles et pour qu'elles ne se retrouvent pas dans une extrême pauvreté. Tout au long du mois de juin 2022, à Cabo Delgado, la peur des violences, suivie d'attaques confirmées, a entraîné des mouvements massifs de personnes en provenance de zones proches de la capitale provinciale, Pemba. Cette province du nord-ouest du Mozambique était pourtant auparavant considérée comme relativement stable, notamment dans les districts d'Ankwabe et de Chiuré. Cela vient mettre en exergue les limites du Mozambique, notamment dans sa gestion économique, puisqu'aujourd'hui, nous savons que le pays doit conjuguer non seulement la pauvreté endogène du pays, mais par ailleurs, les chocs exogènes qu'il y a pu avoir aussi bien avec la crise sanitaire et puis maintenant avec la guerre en Ukraine et les problèmes d'importation auxquels est exposé le Mozambique, cela ne vient pas aider la situation du pays. La province de Cabo Delgado, qui est secouée par des attaques depuis 5 ans, connaît un regain de violence alors que des renforts militaires venus des pays voisins avaient permis d'apaiser les tensions en 2021, malgré l'offensive menée par l'armée mozambicaine avec le soutien d'autres pays d'Afrique australe qui a permis de reprendre le contrôle de plusieurs zones occupées par les insurgés. Des milliers de personnes ont fui leur foyer. Ces propos ont provoqué la stupéfaction générale. Le champion d'athlétisme Mo Farah a révélé lors d'une interview être arrivé en Grande-Bretagne de façon illégale et sous une fausse identité. Il a même été contraint de travailler dans une famille en tant que domestique. Après ces révélations, la police britannique a déclaré ce 14 juillet avoir ouvert une enquête. Gladys Momba. Les révélations du premier athlète britannique à avoir remporté 4 médailles d'or olympiques ont fait l'effet d'une bombe. Dans un documentaire diffusé le 13 juillet par un média anglais, Mo Farah a avoué pour la première fois être arrivé en Grande-Bretagne illégalement. De Djibouti, il atterrit au Royaume-Uni à l'âge de 9 ans sous une fausse identité. La plupart des gens me connaissent sous le nom de Mo Farah. Mais ce n'est pas mon nom, ou ce n'est pas la réalité. La vraie histoire est que je suis né au Somaliland,
au nord de la Somalie, sous le nom de Hussein Abdikaïn. Malgré ce que j'ai dit dans le passé, mes parents n'ont jamais vécu au Royaume-Uni. Quand j'avais 4 ans, mon père a été tué dans une guerre civile. Vous savez, en tant que famille, nous avons été déchirés. J'ai été séparé de ma mère et j'ai été amené illégalement au Royaume-Uni sous le nom d'un autre enfant appelé Mohamed Farah. Son nom aurait été changé dans les documents de voyage utilisés pour le transporter en Grande-Bretagne par une femme qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant et qu'il a contraint à travailler comme domestique pour une famille. Privé de scolarité jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est grâce aux révélations faites à son professeur d'éducation physique que le déclic se produit. Ce dernier contacte alors les services sociaux et l'aide à trouver une famille d'accueil dans la communauté somalienne. C'est en juillet 2000 que l'athlète somalien obtient la citoyenneté britannique sous son nom d'emprunt, Mohamed Farah. Au fil des années, il construit sa propre famille sans jamais oublier ses racines. Tout ce que je voulais, c'est aller voir ma famille au Somaliland. Incité à raconter sa propre histoire par son épouse et ses enfants, le coureur de fond britannique s'est dit soulagé et reconnaissant du soutien reçu suite à ces révélations. Bien qu'exempté de toute poursuite judiciaire, Mo Farah se trouve désormais au cœur d'une enquête ouverte par la police britannique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.